supérieur droit EF, etc., etc. Et pour distinguer les lettres, on met un point ou non dans chaque case concernée. Ainsi, par exemple, comme vous le voyez, la lettre A qui est ici, dessinée par le bord supérieur gauche du carré, on met un point dedans. La lettre B est dessinée par le même point supérieur gauche, sans mettre de point dedans. C'est un système de cryptage géométrique, ni plus ni moins. Donc c'est un système qui permet beaucoup de variations. Voilà, c'est une sorte de langage codé, c'est une méthode de cryptage tout à fait sensationnelle, puisqu'elle offre des variantes quasiment infinies, selon la manière dont on remplit les feuilles, parce que bien évidemment, vous pouvez le remplir comme vous voulez. Il suffit d'avoir la clé de l'alphabet et la donner à celui qui doit décrypter le message. Vous pouvez crypter un message et que ce soit difficilement déchiffrable pour celui qui n'a pas la clé. Alors, avec cet alphabet maçonnique, il y a deux petits concepts à comprendre. Ensuite, je vais vous initier à 2-3 concepts pour comprendre un petit peu cette énigme de la buse, et puis vous présenter par la suite quelques vestiges qu'on retrouve à l'île de la Réunion, puisqu'il y a des vestiges à l'île de la Réunion qu'on peut relier à ce fameux document. Je vais vous parler d'un premier concept, c'est ce qu'on appelle la dualité du carré cryptographique. Alors, ce fameux carré cryptographique, comme vous l'avez vu, en gros, il est composé de deux sortes de signes, les signes avec un point et les signes sans point. Les signes avec un point, qu'on va appeler le carré pointé, ça représentera une case blanche. Les signes sans point, on appellera ça le carré dépointé, ça représentera une case noire. Avec une case noire et une case blanche, vous pouvez créer ce qu'on appelle un damier. Vous connaissez tous le damier, une case noire et une case blanche, on peut jouer aux dames, aux échecs, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement connu. Donc le principe très simple pour ce damier, c'est qu'on inscrit, on fait une première case blanche, on inscrit toutes les lettres impaires, et ensuite à côté les lettres qui sont en rouge, on fait une case noire avec toutes les lettres impaires, et on répète ceci à l'infini. En fait, ça nous permet d'avoir un plan, en quelque sorte, avec des cases blanches et des cases noires. Un deuxième concept à intégrer, c'est ce qu'on appelle le fractionnement du carré cryptographique. Alors, c'est un peu plus technique. Il faut que vous imaginiez que dans chaque case que vous présentent les lettres, vous redessinez de nouveau cet alphabet. Voilà, c'est un peu compliqué. Comment vous dire ? Vous imaginez, à l'intérieur de cette lettre, par exemple, qui est la lettre M, je redessine de nouveau un alphabet. En fait, au lieu d'avoir un carré de 3 cases sur 3, on va obtenir un carré de 9 cases sur 9, qu'on peut séparer en 3, etc. Tout marche par une logique de 3. Le 3, d'ailleurs, qui est un chiffre très utilisé dans toutes les sociétés initiatiques, ésotérisme, etc. Si on combine ces deux principes, on obtient ce qu'on appelle un damier cryptographique fractionné. C'est-à-dire, on a les cases blanches pour lesquelles, dans chaque lettre, on a redessiné un alphabet, et les cases noires dans lesquelles on a redessiné pareil un alphabet. Alors, bien évidemment, l'alphabet redessiné dans les lettres impaires, c'est lui-même les lettres impaires, et dans les lettres paires, on redessine un alphabet avec les lettres paires. Je vais encore maintenant à certains vestiges qu'on trouve à l'île de la Réunion, dans le sud de l'île, du côté du puits arabe et de la pointe de la table. Ce sont des vestiges gravés, c'est un site qui est remarquable, rien que déjà par sa position, puisqu'il se situe à une pointe de l'île, donc il est aisément repérable. Et sur ce site, on retrouve une vingtaine de gravures à peu près, qui ont toutes un caractère soit maçonnique, pour la plupart, pas comme celle-là, ou sinon des lettres en alphabet latin. Voilà le type de gravure qu'on retrouve sur le site de puits arabe. Alors on retrouve deux types de gravures, comme vous le voyez. On a des gravures qui font à peu près 8 cm de long, comme ça, et des gravures qui font moitié moins, 4 cm. Donc voilà quelques gravures. Ça, c'est un tout petit carré qui fait 4 cm sur 4. Je vous laisse imaginer la joie pour retrouver ça en pleine nature, c'est pas évident. Voilà. Alors là, malheureusement, c'est une photo sur site depuis. Ce petit carré, il a été dégradé, il a été goudronné par des pillards. Ça a été un petit peu, voilà, c'est regrettable. C'est malheureusement les aléas, on va dire, de la chasse au trésor. Voilà le genre de gravure qu'on retrouve. Il n'y a pas de doute, ça ne sont pas des choses naturelles. Et il y a une vingtaine de vestiges comme ça sur site. Voilà, des gravures de ce type. On trouve aussi des points remarquables comme ça qui indiquent qu'il y a eu des très gros moyens mis en œuvre sur ce site. Alors pour vous donner une petite idée, ça c'est ce qu'on appelle des formations qui ressemblent à peu près à des orbes basaltiques. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. La lave, quand elle se rétracte, elle a la particularité de se rétracter en forme géométrique. C'est-à-dire de faire des triangles, des hexagones, etc. C'est le mystère de la nature et la géométrie sont intimement liés. La lave a cette particularité-là. On trouve sur ce site notamment ce bloc rocheux. Sur ce bloc rocheux, ces types de structures, donc, qui sont pas des orbes basaltiques, mais presque, qui théoriquement devraient être en position verticale et tournée vers la mer. Or, il s'avère que ce bloc rocheux qui fait 3 mètres sur 3, on retrouve ces figures-là tournées vers l'intérieur des terres et à l'horizontale. Géologiquement, il est impossible qu'une telle structure se retrouve dans cette position. C'est la preuve formelle que sur ce site,
ça, c'est un petit plan des signes qu'on retrouve sur le site du QRAP, de la vingtaine de signes. Et vous allez voir, c'est magique. Ces signes, quand on regarde bien, ils sont disposés comme une carte des étoiles. Voici une partie du ciel nocturne. On peut voir à la Réunion au mois de juin, juillet, août, notamment, qui s'est pareil, qui se situe aux alentours de l'équateur céleste. C'est une partie remarquable puisque c'est une partie du ciel remarquable puisqu'elle comporte ce qu'on appelle le triangle d'été. Le triangle d'été, c'est on va dire une espèce de constellation créée par les marins pour se repérer qui regroupe trois des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne. Alors, le triangle d'été, je l'ai redessiné en jaune ici. Voilà. Et j'ai relié quelques étoiles entre elles. Et voilà ce qu'on a quand on relie les gravures sur le site du QRAP. On a une correspondance notoire. Pour vous donner une petite idée, tout à l'heure, je vous ai parlé de la constellation de l'étude Sobieski qui est cachée dans le cryptogramme. La constellation de l'étude Sobieski se situe ici. Elle vient compléter à la perfection les vestiges qu'on trouve sur le site du QRAP. Il y a une correspondance notoire. Voilà donc le type de gravure qu'on a. Donc quand on regarde bien sur ce fameux site, et c'est là que ça va être intéressant, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de l'alphabet maçonnique, on retrouve des lettres qui font 8 cm et des lettres ici qui font 4 cm. Je vous ai parlé tout à l'heure donc de ce fameux damier cryptographique fractionné. Quand on regarde donc ces gravures, on remarque la lettre M qui fait 8 cm, qui correspond à la case de la lettre M du gros alphabet, et on a la lettre A qui correspond à la petite case ici, A, redessinée au sein de la lettre M. On a ensuite d'autres gravures de ce type. Là, on retrouve... On a un trait ici, un point qui indique une limite de lettres, et on a ici un petit C inversé qui correspond à une lettre de l'alphabet maçonnique. Ce point-là correspond à ceci. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi, quel est le lien entre la carte des étoiles et cet alphabet maçonnique. Ben, c'est très simple. En fait, quand il a tracé ses gravures, pour tracer ses gravures, il a superposé une carte des étoiles à ce fameux damier cryptographique, et pour représenter les étoiles, plutôt que de la figurer par une étoile ou un dessin représentant la constellation, il a représenté l'étoile par la case dans laquelle elle est tombée sur le damier, ni plus ni moins. On a ensuite ce fameux petit carré que je vous ai présenté tout à l'heure, ce petit carré qu'on pourrait assimiler à un I maçonnique. Et bien ce petit carré, il pourrait par exemple tout à fait correspondre à ce petit point-là, ce petit point fractionné. Cette gravure-là, qui fait à peu près 8 cm, elle sert à indiquer une case entière. Voilà. Donc le concept de ces gravures est très simple. Les gravures qui font 8 cm servent à indiquer une case entière du damier, et les toutes petites servent à indiquer une partie fractionnée. À quoi ça nous sert, direz-vous? Eh bien, ça sert à expliquer cette fameuse lettre de Nagion de Lestan, dans lequel il nous dit « Et les figures cryptographiques donnent à ce point mon nom BN ». La solution de l'énigme, tout simplement, c'est qu'il y a sur ce site, grâce au damier cryptographique qu'on peut retracer grâce aux gravures, un point BN, c'est-à-dire qui se situe dans la lettre B avec le petit n fractionné, ce qui nous donne bien BN, comme le dit Nagion de Lestan dans ses lettres. Donc vous avez sur le site du puits arabe un site exceptionnel qu'on peut sans conteste relier aux lettres de Nagion de Lestan et au mystère du cryptogramme de la buse qui est passé entre les mains de ce même corsaire. On a aujourd'hui les preuves formelles. La vingtaine de gravures qui se trouvent dessus correspond à la perfection à ce damier cryptographique. D'après mes recherches, le trésor serait toujours enfoui sur place. Ce fameux point BN n'a toujours pas été débouché. Je sais que ça en fait rêver plus d'un ici, mais il ne faut pas compter prendre sa pelle pour y aller. Je surveille aussi. Vous avez donc là un site exceptionnel. Un site exceptionnel puisqu'il permet de faire rentrer dans l'histoire ce qu'on appelle un mythe, ce fameux mythe du cryptogramme de la buse. Il a fait couler beaucoup d'encre. Il y a des histoires de Nagion de Lestan, idem. Et pourtant, on a aujourd'hui les preuves formelles dans le sud de la l'île de la Réunion que ceci existe bel et bien. C'est un intérêt patrimonial indéniable et inestimable, puisque comme je vous le dis, on fait rentrer le mythe dans l'histoire. C'est quelque chose d'exceptionnel. Il y a très peu d'îles dans le monde qui pourraient se targuer de pouvoir offrir de telles choses à ses habitants. Et pourtant, ça reste méconnu aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de les présenter, parce que je pense qu'il est temps que les Réunionnais aient conscience de l'immense richesse de leur patrimoine. Alors, on trouvait aussi par exemple sur ce site cette fameuse pierre gravée. Ça, c'est une pierre gravée qui malheureusement a disparu. Ça fait partie un petit peu du problème de la chasse au trésor, c'est qu'il y a beaucoup de dégradation, beaucoup de vols, beaucoup de destruction. Et c'est franchement regrettable, parce qu'un truc comme ça,
il serait à même à d'offrir beaucoup à la Réunion. Je ne parle pas forcément du trésor, parce que le trésor, on parle de quelque chose de matériel, mais vous savez, quand vous allez visiter un site comme ça, il y a quelque chose d'un petit peu magique. C'est un petit peu comme si le temps s'arrête. Vous vous retrouvez un petit peu avec les pirates, vous êtes quelque part avec eux, ils ont laissé une trace de leur passage dans la roche. C'est la chance de pouvoir vivre des choses qui ne s'achètent pas, que tout l'or du monde ne peut pas acheter. Même le trésor de la Buse ne vaut pas tout ça. Ce site-là, aujourd'hui, comme je vous le dis, pour moi, il y a de fortes probabilités, je dis bien 90% de chance pour qu'il y ait toujours un trésor dessus. Il n'est malheureusement toujours pas protégé par les autorités, malgré mes nombreuses alertes, malgré tous les éléments que je leur ai transmis. Je vous dis aujourd'hui qu'il est bien évidemment urgent de protéger ce site et de se mobiliser pour protéger ce site, puisque les opportunités qui pourront en découler vont bien au-delà du simple cadre historique, bien évidemment. Vous imaginez bien que si vous dites à de nombreux touristes venez visiter l'endroit où était enfoui le trésor lié au cryptogramme de la Buse, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a très peu d'îles dans le monde qui pourraient faire ça. Je pense que c'est vraiment une chance unique qu'il faut saisir. Je conclurai bien évidemment cette petite présentation qui ne manquera pas de leur faire briller les yeux à ce que je vois, pour inviter tous les acteurs de la recherche historique et du patrimoine à se joindre éventuellement à l'association que je préside pour mener des projets de recherche historique. C'est l'association Âme de Pirates. On milite aujourd'hui pour la recherche et l'étude du patrimoine lié à la piraterie. Il faut savoir qu'il y a ce fameux site du puits arabe qui existe, mais il y a beaucoup d'autres sites à l'île de la Réunion. Ce ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup de sites qui sont liés à des butins personnels de pirates. On parle notamment de Rabinango, Rabinajac, etc. D'après les décomptes que j'ai faits, on a une dizaine de sites de ce type à la Réunion. Et ça reste malheureusement ni étudié, ni exploité. Ce qui est quand même fort dommageable. Comme l'a dit Charles, les Forbans représentaient une part importante du peuplement de Bourgogne. Ils ont joué un rôle non négligeable. Et pourtant, l'histoire ne leur laisse pas la place qu'ils méritent. Je pense qu'il est grand temps de réparer cette injustice. Du coup, je voudrais poser une question. Pardon. Vous avez montré que du coup, vous avez trouvé BM, les initiales, que c'était en rapport au damier cryptographique, machin truc, mais vous ne le trouvez pas toujours. Donc, qu'est-ce qui, en fait, peut-être que, est-ce que vous vous dites à un moment donné, est-ce que vous vous êtes complètement trompé? Est-ce que vous êtes à côté de la plaque, il n'y a rien à voir avec ça? Ou sinon, qu'est-ce qui vous manque? Vous avez tout, vous nous dites vous avez tout pour trouver. Vous avez le damier cryptographique, le BM, le machin, les différents trucs. Soit vous, pour moi, soit vous êtes complètement trompé, soit vous n'êtes pas du tout là où il faut, ou bien sinon, dites-moi qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce qui vous manque, quel est le petit truc qui manque pour trouver le trésor? Alors c'est très simple, aujourd'hui on ne peut pas faire de la recherche de trésor comme ça. La recherche de trésor, ça rentre dans le cadre archéologique. Donc quand on rentre dans le cadre archéologique, il y a des démarches à faire, administratives, qui sont parfois assez contraignantes. Il faut monter des projets, trouver des budgets, il faut convaincre des commissions, etc. etc. Ce qui bloque clairement aujourd'hui, c'est l'administration, ni plus ni moins. Donc si l'administration vous donnerait l'autorisation, vous pouvez trouver le trésor, ça veut dire ça? Alors trouver le trésor, je ne sais pas, parce que je n'ai pas la preuve qu'il est encore là. La seule chose que je sais, c'est que ce site, on a des gravures qui permettent de retracer le fameux damier cryptographique, qu'avec de ce damier cryptographique, on peut trouver le point BN, et que ce point BN, il est toujours scellé. Est-ce qu'il y a toujours le trésor? J'en sais rien, je ne suis pas dessus. Non, il faut savoir que la Réunion, c'est quand même géologiquement quelque chose d'assez particulier. Il y a beaucoup de tunnels de lave. Le site il a été massacré, fouillé sauvagement. J'ai pas de photo ici, mais pour vous donner une idée, il y a eu des falaises grattées sur à peu près entre 50 et 100 mètres, parfois jusqu'à 2 mètres de profondeur, toute la lave gratton. Il y a une quinzaine de sondages sur site. La grotte, il y avait une grotte sur site qui a été fouillée, il y a eu plusieurs mètres cubes de sable excavé. Donc aujourd'hui, apporter la garantie que le trésor est toujours là, je ne suis pas à la place des pillards, je ne sais pas malheureusement ce qu'ils ont fait, je ne connais pas la nature exacte de leur fouille, donc je ne pourrais pas avoir de garantie là-dessus. La seule garantie que je peux donner, c'est que ce site, il est lié au cryptogramme de la Buse, il est lié aux lettres de nage naissant et il perd de ce mystère. Et je pense que c'est déjà un magnifique trésor. Et j'aurais une autre question également. Comment les pirates à l'époque, comment ces pirates arrivaient à avoir de tels navires?
qui valait extrêmement cher à l'époque. Comment ils arrivaient, sans être corsaires forcément à la base, parce que s'ils étaient corsaires à la base, ils pouvaient être fournis par les États pour qui ils travaillaient, mais sans être corsaires, comment ces pirates arrivaient à avoir de tels navires avec de tels équipages également? Alors, je vais scinder la question de deux parties. Pour les navires, tout simplement, ils les volaient, ni plus ni moins. Il n'y a rien de compliqué. Quand on attaque un bateau, il suffit d'avoir une petite chaloupe, une petite barque, on lance un abordage quand l'équipage est endormi, on prend possession du navire, on met le capitaine par-dessus bord et on est le roi du monde. Pour l'équipage, il y a une autre explication. Comment ils pouvaient avoir des équipages aussi nombreux? Il faut se remettre dans les conditions de l'époque et les conditions notamment dans les marines régulières. Il faut savoir que les marins, les mousses, avaient des conditions de vie très très dures dans les marines régulières. Une solde très faible, des capitaines parfois cruels, des conditions de vie déplorables, notamment au niveau de l'alimentation, eau croupie, biscuits véreux, etc., et j'en passe. Vraiment rien qui puisse, on va dire, convaincre un homme de s'engager régulièrement. Donc les pirates n'avaient aucun mal à recruter. Alors, monsieur, la question, c'est que vous utilisez l'alphabet maçonnique, étant donné que l'historique maçonnique remonte jusqu'à l'ancienne Égypte. Est-ce que ce n'est pas par hasard de l'hébreu, puisque c'est écrit avec des points voyelles? Alors, je ne suis pas linguiste, je ne suis pas spécialiste de la linguistique. L'alphabet maçonnique est bien évidemment un type de langage qui s'est transmis depuis très longtemps. On a des traces écrites depuis au moins le XIVe siècle, donc ça fait quasiment 800 ans. Vous dire comment la langue s'est modifiée, de quoi elle vient, etc., concrètement, je n'aurais pas de réponse précise à vous donner, je préfère rien dire plutôt que vous dire des bêtises. Mais il y a quelques analogies effectivement entre l'hébreu et l'alphabet maçonnique. Alors, il y a des similitudes effectivement entre l'hébreu et l'alphabet maçonnique, mais comme je vous dis, je ne serais pas en mesure d'établir un lien formel entre les deux. Deuxième question. Étant donné que les pirates vivent au jour le jour, pourquoi, si je vis au jour le jour, monsieur, pourquoi je mets mon argent sur une île puisque je vis au jour le jour? Alors, il y a plusieurs choix pour ça. On peut vivre au jour le jour et prévoir aussi le futur, ça n'en empêche pas l'autre. On n'est pas obligé de tout dépenser, on peut être prévoyant. Ça, c'est pas impossible. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pirates qui se sont installés, qui ont fait souche avec leur part de butin à l'île Bourbon. Certes, les pirates vivaient au jour le jour, mais je pense que beaucoup étaient comme vous et moi et rêvaient tout simplement d'une vie meilleure, d'une vie plus simple, et que certains ont tout simplement enfoui leur richesse dans l'espoir d'en profiter un petit peu plus tard, tout simplement. C'était les banques de l'époque, en fait, la cachette au trésor. Il n'y avait pas de galerie, donc ça permettait ça. Une autre question, n'est-ce pas la place des esclaves dans la piraterie et des femmes? Alors, la place des esclaves, malgré le fait qu'on présente les pirates comme des sociétés égalitaires, ils avaient aussi des esclaves. Ils avaient des esclaves noirs, ils réduisaient aussi les premiers engagés en une sorte d'esclavage, une sorte d'apprentissage pendant 2-3 ans. Donc les pirates n'étaient pas si égalitaires que cela. Concernant la place des femmes, c'est très simple. À l'époque, on considère que les femmes sur un navire, ça porte malheur. Donc elles n'ont pas leur place, tout simplement. Anne Bonny a dû se déguiser en homme, elle s'est travestie pour exercer ses fonctions de pirate, quoi. Elle a dû cacher sa féminité pour exercer la piraterie, tout simplement. Vous êtes chasseur de trésors. Quelle est votre formation et depuis quand travaillez-vous sur... Alors, je suis chercheur de trésors, j'irais même plus chercheur tout court. Les trésors, c'est une passion, notamment les pirates, ce sont des biens des îles de la Réunion, des biens familiaux, notamment mon père est millionnaire. J'ai commencé il y a 5 ans, j'exerce un métier qui n'a rien à voir du tout, je suis premier chauffagiste, je suis juste un passionné, je dévore les livres, je dévore les bibliothèques, je lis beaucoup sur un merveilleux site qui s'appelle Gallica, c'est le site de la Bibliothèque nationale de France, sur lequel on trouve bon nombre d'ouvrages anciens en consultation gratuite. Voilà. Je suis un grand lecteur, tout simplement. On peut supposer que les parchemins ont été écrits sur le lieu même où les trésors ont été enterrés. Pourquoi on n'a pas fait d'analyse de carbone 14 de tous les éléments qu'on a puisque c'est végétal et animal, on pourrait peut-être sûrement se dire que
la matière vient du lieu où ça a été acheté. Alors, il faut savoir que, je suppose que vous faites référence au cryptogramme, ce document il est dans une collection privée. Donc bien évidemment, pour donner ce genre d'analyse, il faut l'accord du propriétaire. Ce sont des choses quand même assez délicates, puisque c'est des documents qui sortent pas tous les jours, qui sont gardés jalousement, secrètement. Je pense que c'est des choses qui seront envisagées à l'avenir. Je me ferai un plaisir de faire un point là-dessus quand ce sera fait. On parle bien du coup du trésor des Templiers avec la croix de bois dedans. Alors, le trésor des Templiers, c'est autre chose. Le fameux trésor de la Buse avec la légende de la croix de bois, je dirais oui et non. La croix de bois, en fait, on n'a pas de preuve concrète de son existence. Et c'est pareil, la croix de bois, il y en a qui nous parlent d'une croix en or, enfin voilà, c'est la légende, ce que je reprends un petit peu dans l'ouvrage d'un autre trésor qui fera le point, d'une croix en or de la taille d'un homme, qui serait sertie de milliers de rubis, etc. Il n'est pas impossible que ce soit plutôt la fameuse croix de l'archevêque. En fait, cette méprise sur la croix de bois, ça viendrait de la mauvaise traduction de l'anglais cross. En fait, cross en anglais, c'est donc la croix, et c'est aussi la crosse de l'archevêque. Comme le bateau des navires portugais ramenait l'archevêque de Goa, il est fort probable qu'il y avait avec son attirail religieux en quelque sorte, et parmi lesquels cette fameuse croix. Voilà, cette crosse plutôt. Vous avez vu le rapprochement qui est fait aujourd'hui entre le trésor des Templiers qui est parti là-bas et le trésor de la Buse? Je ne suis pas convaincu de ce rapprochement, on n'a pas de preuves formelles. Je pense qu'il faut bien distinguer les deux. On sait qu'effectivement, il y a une flotte templière qui est partie de La Rochelle à l'arrestation des Templiers. On ne sait pas où elle est partie. Il y a de fortes chances qu'elle soit partie vers le Nouveau-Monde, c'est-à-dire vers les Amériques. Quant à un éventuel trésor templier, il y a une autre île qui est très intéressante, c'est l'île aux Chênes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une île qui est au large, enfin, c'est du côté atlantique, au large de l'Amérique, qui est fouillée depuis un peu plus d'un siècle, où les gens trouvaient un puits avec une mystérieuse pierre gravée, etc. Il n'y a toujours pas de trésor. Voilà. Beaucoup de fouilles très coûteuses, mais pas d'or en perspective. J'ai bien compris, j'ai bien écouté toutes vos explications et l'histoire de la vie de cet homme-là. Et en fait, comment dire, je comprends la difficulté que la Buse a eu à acquérir cet immense trésor-là. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il aurait donné aussi facilement les clés à un agent de l'Estan pour pouvoir retrouver ce trésor-là. Alors que personnellement, si c'était moi qui l'avais acquis, la difficulté que j'aurais mis pour avoir ce trésor-là, je ne l'aurais pas balancé à la foule comme ça, et surtout à un autre pirate qui, bien qu'ils ont eu des liens par le passé, voilà quoi, vos explications ne suivent pas la logique humaine, quoi, en fait, c'est ça que je veux dire. Ça peut être une explication qui est, littéraire ou une explication qui pourrait convaincre des chasseurs de trésors, mais pas la logique humaine, pas la logique d'une personne qui voudrait garder, qui aurait peut-être même sur le bûcher, sur la potence avant la pendaison, je préfère que personne ne l'ait plutôt que de l'avoir aux mains de quelqu'un qui n'aurait pas forcément mérité au prix du sang, quoi, en fait. Tout à fait. Alors, faut quand même se placer un petit peu dans le contexte de l'époque. On ne peut pas raisonner pirate si on n'essaye pas de se mettre à leur place. Pour se mettre à leur place, il faut penser comme eux et essayer de se renseigner un petit peu sur leurs coutumes. Alors, vous parlez du fameux cryptogramme lancé dans la foule. Effectivement, ça, je pense très sincèrement, c'est une légende. Le premier à parler de ça, c'est Charles Bourrel de la Rancière. On sait, je pense que c'est une légende qui est brodée un petit peu pour un petit côté histoire, pour faire rêver les gens. Par contre, il y a une chose qui est intéressante chez les pirates, c'est ce qu'on appelle l'amatlotage. Alors en fait, les pirates fonctionnaient un petit peu par deux. C'est-à-dire, c'est un peu comme les chevaliers templiers, ils avaient un alter ego, en quelque sorte. Et dans le code de la piraterie, en quelque sorte, il est convenu que lorsqu'un pirate meurt, ce soit son alter ego qui hérite de ses richesses, éventuellement de ses femmes, etc. etc. Voilà, il y avait une sorte de mariage symbolique entre deux pirates. Et ça pourrait être une des explications à la transmission de ces documents entre la Buse et l'agent de l'Estan. Parce qu'il est quand même né 50 ans après la Buse. Hein. Tout à fait. Alors, le problème de l'agent de l'Estan, c'est qu'on n'a pas de trace du personnage, et comme il le dit lui-même, il dit avoir hérité de ses papiers d'un capitaine qui serait mort au combat. Et un capitaine qui lui aurait confié ses secrets et ses papiers. Donc, alors déjà, avant qu'on puisse retrouver une trace historique d'éventuels secrets, c'est peu probable. Ça reste un petit peu un mystère. La seule chose qui est sûre, c'est que le cryptogramme, il est là, il existe, il y a des vestiges qui correspondent. À partir de là, le reste, on peut broder tout autour. Tant qu'on n'aura pas d'archives, ça reste plus ou moins qui s'intéresse, mais je suis bien d'accord avec vous là-dessus.
Comment le cryptogramme est arrivé jusqu'à vous? Alors moi j'ai eu accès un petit peu à tous ces documents parce que j'ai pas mal échangé avec des chercheurs, j'ai notamment aussi échangé avec la famille propriétaire du document. Voilà. Avez-vous entendu parler de Bibic? Bien évidemment, j'ai entendu parler de Bibic, c'est un petit peu, comme vous dites, la figure locale de la chasse au trésor. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu. Je pense que c'est quelqu'un qui avait accumulé énormément de connaissances. Je sais qu'il en a publié qu'une infime partie. C'est quelqu'un qui savait énormément de choses. Donc oui, bien évidemment, je connais Bibic et il faudrait lui rendre hommage parce que s'il y a bien quelqu'un aujourd'hui qui a fait quelque chose pour la piraterie à l'île de la Réunion, c'est Bibic, quoi, bien évidemment. Bibic, dans l'un de ses ouvrages, désignait un parc bœuf qui avait appartenu au ancien maître d'équipage Jacques Léger. Est-ce que vous savez que ce site est menacé de destruction et d'être mis sous la nouvelle route du littoral? Je n'ai pas connaissance de tout ça, mais il faut venir avec l'association et puis je pense qu'on essaiera de voir ce qu'on peut faire. Bon, malheureusement, je pense que la route du littoral est un projet tellement important que les chances sont minimes, mais effectivement, s'il y a quelque chose là-dessus, s'il y a des vestiges à étudier, il faut faire des démarches auprès des autorités pour lancer des fouilles préventives, tout simplement. Il y a des pierres gravées aussi à la possession, celle que Bibic a ramenée. Alors, la fameuse pierre gravée de la possession, il y a 3 symboles maçonniques dessus. Alors, elle a été ramenée par Bibic, c'est pas Bibic qui l'a trouvée, Bibic avait connaissance, il l'a déplacée. Cette pierre, à l'origine, elle se trouvait dans la ravine à Malheur. Voilà, les coordonnées, il y a des gens qui ont les coordonnées de cette pierre. Voilà. Mais il faut savoir que des pierres gravées à l'île de la Réunion, il y en a partout. Il y en a partout. Comme je vous l'ai dit, Bourbon a été peuplé de dizaines de forbans qui sont arrivés sur l'île avec leur part de butin. Notamment par exemple les forbans d'Avry qui ont fait souche sur l'île et qui sont venus chacun avec 3 ou 4 000 écus en poche. Bien évidemment, je vous laisse imaginer à l'époque, comme on n'a pas de banque, le meilleur moyen de conserver ces richesses, c'est de les enfouir. Et pour les retrouver au vu de la végétation et de l'érosion, le meilleur moyen, c'est de faire une gravure dans la poche, tout simplement, parce que ça c'est immuable et ça ne bouge pas. Ça laisse des traces même plusieurs siècles après, comme on peut le voir sur le site du Puy. Alors je peux poser une question à votre collègue, à vous deux. Est-ce que vous faites un lien, ou quel est le lien entre François Maille Labourdonnais et la piraterie? Je ne sais pas s'il y a, enfin je ne ferai pas de lien ici, là, pour l'instant, avec la piraterie. Mais bon. Non, il y en a sûrement, hein, mais là, présentement, je n'en fais pas. Oui. Est-ce que vous pourriez dire un mot à propos des langues parlées par la piraterie dans cette Les langues parlées, c'est avec mon ami Nicolas Géraudou qu'on parlait de ça, ici présent, je ne le vois plus, voilà. On peut imaginer qu'il devait inventer une langue, alors que ça pouvait ressembler à quelque chose comme le créole, oui, peut-être. En tout cas, l'essentiel des pirates était anglais. L'essentiel, Taylor, England, qui sont tous anglais. L'exception notable, c'est la buse, je parle de capitaine, hein. C'est la buse, donc la langue anglaise devait être utile pour les ordres. Et par contre, c'est les marins, les forbans marins, qui eux devaient être d'un petit peu toutes les nationalités. Donc là, il devait y avoir tentative de construire une langue. Bon, évidemment, il faut aussi se regrouper entre nationalités et se comprendre comme ça. Bon, on a parlé des esclaves. Hein. Oui, ils pouvaient avoir les esclaves comme marchandises. C'est vrai, on a des récits. Ils avaient tant de richesses et tant d'esclaves. Bon, quand ils arrivent notamment à Bourbon, mais également, comme on l'a dit aussi, les esclaves pouvaient être affranchis immédiatement pour devenir pirates et faire des déprédations avec eux. Donc cette langue, elle a dû exister, on n'a pas de traces, hein. On n'en a aucune. Mais nécessairement, il faut se comprendre. Bon, c'est un petit peu comme dans les tranchées de 14, les patois ont dû se fondre dans la langue nationale. Bon, là, ils ont dû se faire comprendre dans une certaine mesure. Nicolas, oui. Ce qui est sûr, en parlant de la langue des pirates, c'est que probablement
fait-elle état, il y a quand même quelques traces dans le créole réunionnais, probablement fait-elle état d'une sorte de culture pirate qui s'est transmise de la Caraïbe à l'océan Indien. On va dire qu'il y a aussi une espèce de créolité pirate internationale qui fait que l'on retrouve certains mots en créole réunionnais qui proviennent directement des Caraïbes. Ainsi, pour nommer certaines espèces végétales, dit-on à la Réunion Mao. Alors qu'il y a une douzaine d'espèces de Mao dans les forêts réunionnaises, il se trouve que ce terme, passant, semble-t-il, par le malgache, provient probablement d'un mot caraïbe, autrement dit, qui vient des Antilles, qui, on trouve, je ne le cache à personne, une Bémao, par exemple, si je ne me trompe pas, c'est en Martinique et pas en Guadeloupe. C'est la transition d'un certain vocabulaire, qui est le vocabulaire des marins, un vocabulaire déjà international qui existait dans les contacts entre pirates français, anglais, néerlandais dans les Caraïbes, a semble-t-il encore survécu. Et il témoigne quelque part d'une certaine façon, peut-être de la permanence d'une culture pirate, semble-t-il. Peut-être de la création, c'est vrai, d'un savier ou d'un proto-créole. Il se trouve qu'il a en tout cas alimenté de certains mots, manifestement. Peut-être les mots néerlandais aussi qui viennent dans le créole régulier, comme le mot moque que l'on trouve dans les villes du nord de la France et de la Hollande. Sont-ils là aussi un témoignage direct des pratiques maritimes des pirates? Après tout, quoi de plus simple que de prendre un terme, une sorte de globish de langue internationale, en général le mot le plus court, ce qu'on fait aujourd'hui avec l'anglais, et tenter ainsi de pouvoir communiquer d'un équipage à l'autre pour des fonctions essentiellement vitales, on dit pour la description de termes qui ont trait à la vie quotidienne, et en particulier à la vie quotidienne des marins. Ainsi pourrait-on dire que les quelques restes, les quelques briques, on va dire, de cette culture du pirate, a quand même réussi à parvenir à laisser un peu de leur écume dans le créole réunionnais. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a une franc-maçonnerie illégale pirate, comme il a existé une franc-maçonnerie maritime légale? Il y a eu une très belle exposition qui a eu lieu à Saga du Rhum dernièrement sur la franc-maçonnerie maritime, mais légitime, je dirais, enfin légale en tout cas. Est-ce qu'elle existe et est-ce que Olivier Levasseur a été lui-même franc-maçon? Il y a les fameux frères de la côte, c'est à Saint-Domingue. Je laisserai ensuite Emmanuel parler. Le Vasseur, on a très peu de traces informelles, donc après, je peux vous dire oui, je peux vous dire non, on n'en a pas. Mais oui, les frères de la côte, je pense que l'organisation sur le navire pouvait ressembler à quelque chose comme l'initiation. Et ce que j'ai essayé de dire en m'inspirant de l'historien Rédiqueur, raconter des histoires de pirates, c'est déjà rentrer dans la communauté, c'est déjà initiatique. Tu es pirate si tu as partagé ces histoires-là avec moi, parce que tu vas affronter le même péril. Et cette communauté est nécessaire, parce que de toute manière, le pirate, il vit sous la bannière de la mort. Donc il a intérêt à avoir des frères, parce que son espérance de vie est assez courte. Il y a quelques pirates qui s'en sortent bien, le fameux Chris Camden qui arrive à Bourbon, qui bénéficie de l'amnistie, qui fait un mariage et coule des jours heureux en Bretagne. Mais sinon, la plupart, c'est quand même pas mal, ça peut être la mort. Donc oui, il y a quelque chose qui pourrait ressembler à la franc-maçonnerie, mais après qui ressemblerait à l'éloge officielle, là je suis incapable de vous le dire. Est-ce qu'on sait pourquoi la buse n'a pas été amnistiée? Alors le cas de l'abus est un cas assez particulier, on ne sait pas pourquoi il n'a pas été amnistié. Il y a des choses très troublantes, mon avis personnel, il n'y a pas de preuve pour ça, c'est qu'il était notoire à l'époque que l'abus, ayant une carrière de plus de 10 ans dans la piraterie, avait accumulé une fortune considérable. Bien évidemment, on ne pouvait pas se promener avec, il a dû en enterrer une partie à droite, à gauche, à Madagascar, aux Seychelles, etc. Je pense qu'il n'a pas été amnistié tout simplement parce qu'il n'a jamais voulu soit rendre les richesses qu'il avait mal acquises, ou soit les donner à qui de droit pour avoir la vie sauve, tout simplement. Il y a quelque chose de très troublant, c'est dans les écrits de Bernardin de Saint-Pierre, qui est un petit peu un chroniqueur de Bourbon à l'époque, qui dit que l'abus a été exécuté sous prétexte que certains conseillers voulaient s'approprier la dépouille du défunt. Donc c'est très sibyllin comme terme, mais je pense que c'est suffisamment explicite sur la nature de son exécution. Oui, puis il y a aussi le crime de la duchesse de Noailles, je pense, qui a beaucoup joué, on va dire, pour le côté populaire, mais oui, la non-amnistie de l'abus est quelque chose d'assez étrange, mais qui s'explique aisément quand on sait qu'il avait accumulé beaucoup de richesses. Je suis très content d'avoir découvert votre livre. J'ai découvert hier dans une boutique dans laquelle je travaille dans le sud.
pas trop envie de faire de publicité, mais bon, elle est sur la route en face de la chapelle de Manapani-les-Bas, pour ne pas citer le nom. Je m'occupe depuis longtemps d'accompagner des touristes et je raconte beaucoup cette histoire de la buse à travers le même récit que vous avez fait. C'est vrai qu'une partie on la retrouve sur internet, notamment le cryptogramme, il y a les photos et tout. C'est très intéressant, ça donne envie de partir à la recherche des trésors. On va se forger, je dirais, un état d'esprit un peu comme les pirates, vous voulez qu'on l'ait, cet esprit de liberté. Du coup, j'ai pu me renseigner un peu sur certaines questions que certains d'entre vous se sont posées. Le pirate, il ne faut pas croire qu'il pensait qu'à lui, il y en a certains qui avaient des familles, une femme, des enfants, et l'idée de cacher un trésor, c'était aussi pour transmettre aux générations futures un espoir ou une fortune, et on sait qu'aujourd'hui encore, peut-être parmi vous, il y a des descendants de pirates qui ont un trésor caché et qui ne veulent pas révéler. En tout cas, c'est possible. On sait qu'il y a beaucoup de pirates qui ont été amnistiés à La Réunion, pas à la Buse, ce qui le rend intéressant. Et ma question, en fait, je me pose depuis certains temps, c'est concernant les textes de Charles de la Roncière. C'est des textes très intéressants, parce que lui, c'est lui qui a repris l'histoire de la Buse, au milieu du XXe siècle. C'est lui qui parle du parchemin, qui a été retrouvé aux Seychelles. Voilà, c'était une Seychelloise, d'après ce qu'il a raconté, qui lui aurait ramené. Est-ce que finalement, Charles de la Roncière n'aurait pas un peu enjolivé la fin de la Buse pour donner envie à ses lecteurs de partir à la recherche des trésors des pirates de l'océan Indien et de ne pas avoir de fin à cette histoire de pirates pour qu'on puisse, nous, plus tard, justement, avoir envie d'y aller et de continuer à immortaliser la légende du pirate la Buse, qui est probablement le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un pirate hormis la force. Alors, pour revenir sur Charles de la Roncière, c'est vrai qu'il y a un ouvrage assez particulier. Quand on sait déjà que le cryptogramme qu'il donne dans son ouvrage est un faux, ça pose de drôles de questions, surtout pour quelqu'un qui était conservateur à la BNF, qui parle d'un document soi-disant conservé à la BNF alors qu'il n'y a aucune trace. Mon avis il est très simple sur Charles de la Roncière, puisque je peux vous assurer qu'il a écrit ce document et ce livre donc, sur la base du document qui est conservé dans la collection privée. Voilà. Donc en fait, il a un petit peu brodé pour ne pas trop en dévoiler, tout simplement. Il a un petit peu, comme vous dites, enjolivé l'histoire. Et cet ouvrage, il avait un objectif à l'époque. Il faut savoir que dans les